Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on a avec nous James Forbes, le fameux James Forbes. Je le vois un petit peu partout dans les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, partout, là. Marketing vidéo, là, c'est l'expert. On a ça. Alors, yes. Alors, la raison pourquoi on l'a aujourd'hui, c'est pour inspirer les gens, peut-être aider les gens qui sont curieux vers le domaine du marketing numérique. Dans le fond, c'est pour donner des astuces, des conseils, quoi faire, quoi pas faire, puis c'est comment le milieu du marketing numérique. Alors, c'est pour ça qu'on l'a aujourd'hui. Mais avant de commencer, euh, dites bonjour, écrivez un petit quelque chose dans les commentaires, mettez des likes. On aime ça, on aime ça. Puis dans le fond, je vais laisser James se présenter. Alors, juste une petite introduction. Ben oui, certainement. Merci de l'invitation à la base. C'est très apprécié. Puis je vois que tu as un petit effet mauve en arrière de ton nez. Je peux s'appuyer aussi pour venir t'appuyer. Mais rapidement, j'ai une entreprise en réalisation, production vidéo pour le marketing. Fait qu'on va vraiment se nicher, se spécialiser dans l'utilisation de la vidéo dans l'univers du marketing parce que la vidéo, tu peux le faire très corporatif, tu peux le faire artistique aussi, mais dans les performances, la visibilité, les ventes, puis assurer d'amener des résultats pour les clients, soit en campagne Facebook, en campagne YouTube ou autre. Fait que ça, c'est à la base. Sinon, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans une agence marketing à Montréal. J'ai travaillé comme pigiste. Après ça, j'ai travaillé dans une agence à Montréal. Puis j'ai fait le saut vers l'entrepreneuriat en septembre 2019. Fait que ça fait un peu plus un an et demi qu'on a parti l'entreprise à temps plein. On la faisait temps partiel avant, mais vraiment comme officiellement incorporé et tout. Ça fait un an et... Good job! Moi aussi, dans le fond, j'aimerais me lancer complètement à mon compte. Je travaille là-dessus, mais je trouve ça inspirant. Puis en plus, c'est ça, tu travaillais comme expert marketing numérique dans les médias payants avant, puis après, ben, tu as été ouvrir ta propre boîte spécialisée plus en marketing vidéo. En tout cas, tu as tout expliqué qu'est-ce que tu faisais. All right. Alors, ben, on va commencer avec la première question. Alors, James, dans le fond, qu'est-ce qui t'a amené au marketing et voilà, qu'est-ce qui t'a amené au marketing, là? Marketing numérique? Ouais, c'est une très bonne histoire quand même parce qu'à la base, je suis rentré à l'université en finance à l'ESG-UQAM. J'ai toujours été passionné par le stock, en fin de compte, la bourse, le magazine Forbes qui fit avec mon nom aussi, fait que les milliardaires, les millionnaires, comprendre des business, j'ai toujours aimé ça. Puis j'ai toujours, j'ai pas toujours joué à la bourse, mais j'ai investi à la bourse depuis que j'ai mes 18 ans puis que je commence à mettre de l'argent de côté. J'ai toujours aimé ça. Fait que je me suis dirigé en finance. Puis je me suis rendu compte que j'aimais pas ça du tout. Étudier la finance, j'aimais pas ça. J'aimais l'appliquer, mais j'aimais fait que là, après ça, je me suis reconcentré vers une concentration en technologie de l'information. Puis à partir de là, j'ai commencé à avoir plein d'opportunités. Je faisais des cours un peu plus avancés en informatique administrative. Fait que c'est de la programmation, mais c'est pas de la programmation avancée, mais tu apprends quand même les bases. Puis quelqu'un dans un de mes groupes, il me disait, hey, il y a une compétition justement en AdWords. C'est Google qui finance ça et tout. Puis si tu veux, je peux te présenter le professeur, il cherche du monde allumé comme toi, puis tout. J'étais comme, OK, tu sais, cool, ça pourrait être nice. Fait que je rencontre le professeur, super allumé. Il me dit, voici la compétition, c'est Google qui organise ça. Ça fait plusieurs années que moi, je participe à ça. Je me suis classé quand même bien dans les années à travers l'Amérique du Nord. Mais il dit, je cherche vraiment une équipe solide cette année comme pour nous amener au prochain niveau. J'ai dit, OK, ben, je pense que j'ai une équipe qui pourrait, je vais essayer de trouver 2 ou 3 personnes qui pourraient venir avec nous, avec moi dans l'équipe. Puis je pense qu'on peut avoir quelque chose de quand même solide. Fait que là, j'étais allé voir deux de mes bons amis, dont une fille et un gars, en fin de compte, avec qui j'étais dans d'autres cours. J'avais fait d'autres compétitions universitaires académiques. J'ai parlé du cours. On dit, OK, cool, on embarque avec toi. Avec là, ils sont venus dans le cours. On a embarqué un autre gars aussi. Puis à partir de là, on a juste commencé à suivre ce que le prof disait. Puis là, il nous a vraiment comme pas pris à part, mais il a vraiment vu qu'on faisait des efforts comme soutenus puis différents des autres pour aller plus loin. Puis on a juste travaillé comme des forcenés. Là, je pense qu'on mettait 20 heures par semaine juste. Ouais. Fait en gros, la compétition, c'est Google qui donne, je pense que c'est 250 USD
pour faire du AdWords. Fait que dans le temps, c'était encore AdWords, c'était pas Google Ads. Puis c'était 250 USD, si je ne me trompe pas, sur 3 semaines. Il fallait faire un rapport de pré-lancement de campagne, puis un rapport à la fin pour les résultats que tu as obtenus selon la stratégie que tu avais établie. Puis tu avais vraiment des guidelines super spécifiques, là, comme il fallait faire fitter, je pense que c'était 4 pages le premier rapport, 6 pages le premier rapport, puis comme chaque ligne était tellement importante parce qu'il fallait que tu te battes contre l'Asie, les universités aux États-Unis, en Europe, partout. C'était comme, je pense que c'était 1500 universités à travers la planète, puis comme 10 000 étudiants, quelque chose de Mais même. c'est à chaque année, me semble. Ben, en fin de compte, ils l'ont fait pendant plusieurs années, mais mon histoire va avancer, puis tu vas voir un peu comment ça a là. On a été une des raisons que la compétition a évolué pas mal à travers le temps, mais en gros, c'est qu'on a participé dans ça, on a vraiment travaillé fort. On pensait pas qu'on allait gagner, puis du jour au lendemain, on reçoit un courriel quand tout est fait, puis on a gagné la première place au monde. Fait que là, j'étais For comme, real? ouais, pour vrai. God damn! Fait qu'on a battu 1500 à peu près universités à travers la planète. On était allé à San Francisco, toutes dépenses payées pendant une semaine. On a pitché devant la gang à Google de marketing qui s'occupait justement des cas et tout. Fait que, ça a vraiment été un gros trip. Puis là, je me suis dit, bon, ben, on a un certain talent pour le marketing. Fait que peut-être que je pourrais me rediriger dans ça. Puis automatiquement, ça m'a ouvert plein de portes. Fait que j'ai pas étudié en marketing. Mais vu que tu étudies en administration, tu as quand même certaines bases. Ouais. Puis j'ai toujours apprécié comme la finance, les business, étudier, tout ça. Fait que ça a toujours été une compréhension quand même. J'ai toujours un peu cette compréhension-là du marketing en général. Puis là, j'ai eu une opportunité de rentrer chez Adviso parce que, en fin de compte, via le cours, eux avaient été informés de ça. J'ai rencontré le propriétaire qui est Jean-François. Il m'a dit parfait, tu rencontres la fille des ressources humaines. La semaine d'après, boum, j'avais une job direct puis je rentrais. Mais en parallèle, pendant ce temps-là, j'avais quand même été freelance. Je travaillais pour un gars qui me refilait, en fin de compte, du travail qu'il y avait trop. Fait que moi, je l'aidais là, sur différents trucs. Fait que, je faisais des recherches de mots-clés. Je faisais des analyses SEO, par exemple, sur des entreprises en des trucs de santé, des trucs de yoga, des trucs comme ça, des trucs de sécurité informatique à Londres, aux États-Unis, des choses comme ça. Fait que ça, c'est vraiment cool. Ça a été une bonne école. Puis après ça, je suis rentré chez Adviso. Puis là, c'est 2 ans et demi de travailler intensément pour la Banque nationale, à faire des mises en ligne, des campagnes, des cartes de crédit, d'hypothèque, les nouveaux arrivants, faire du Google Ads, du Facebook Ads, majoritairement, du DV360 aussi. Je sais qu'on avait déjà parlé un peu ensemble, là, qui est la programmatique display. Puis vraiment tout l'aspect comme gestion de projet, gestion de risque, parce que quand tu travailles pour des gros comptes comme ça, c'est une game complètement différente que toi, par exemple, qui dois gérer plein de petits comptes. C'est pas pour dire rien, mais c'est quand même ça. C'est quand tu gères les gros comptes, tu es beaucoup plus un gestionnaire de projet slash stratège numérique. Tandis que toi, tu connais toutes les technicalités, tu es tout le temps dans les plateformes, l'analytique, toutes les pixels, tout ça, tu es tout le temps dans ça. Tandis que nous, on avait une équipe en arrière de nous qui s'occupait de l'analytique, une équipe qui s'occupait du UX, du côté de la banque. C'est ça. Fait que moi, je plaçais l'argent aux bons endroits, mais les créatifs venaient à moi. L'analytique était faite, il fallait que je fasse mon reporting et tout, mais toute la programmatique du reporting était faite. Moi, je gérais le budget média. Je m'assurais que tout fonctionnait, qu'on avait les résultats. Fait que, c'est une grosse partie parce que si tu n'es pas là, l'argent est mal dépensé puis tu n'as pas les résultats. Mais il y a plein de petits détails que tu ne touches pas beaucoup parce qu'il y a tellement une grosse machine en arrière de toi. Puis il y a tellement de détails à faire tout en fin de compte. Tu n'es vraiment pas laissé tout seul, mais ta petite partie à toi, tu la gères tout seul. Ça, c'est quand même cool. C'était plusieurs. Mettons, j'étais proche du 2 millions d'investissements annuels là, Ouais, ça, c'est une autre game, ça. C'est complètement. Puis, est-ce que c'est les créatifs, dans le fond, les textes étaient aussi écrits pour toi à l'avance? Ouais, majoritairement. Admettons, nous, on travaillait avec Sidley dans le temps. Je pense qu'il travaille encore avec Sidley, la Banque nationale. Fait qu'en gros, Sidley s'occupait de la création, nous envoyait les bannières, que ce soit autant Facebook, que ce soit les bannières, mettons, pour la programmatique, soit les vidéos, name it. Sinon, moi, j'envoyais des documents, des templates à la Banque nationale pour qu'ils fassent la rédaction selon ce qu'eux voulaient au niveau des copies sur Google Ads, par exemple, Facebook Ads. Puis après ça, j'avais quand même une certaine marge de manœuvre pour rafraîchir les créatifs. OK.
compris en sortant de cet écosystème-là, puis en le faisant de plus en plus à mon compte, en fin de compte, pour d'autres clients, j'ai compris l'importance de tout le temps changer ses créatifs. Bon, Surtout quand tu dépenses beaucoup d'argent, là. exact. Fait que, tu sais, on dirait que dans ces années-là, c'est parce que ça coûtait tellement cher faire les créatifs par Sidley, par exemple, tu sais, que tu peux pas changer les créatifs aux 4 semaines. Tandis que là, moi, je peux changer tous mes créatifs que j'ai pour mon entreprise aux 4 semaines. Puis au final, je fais juste, tu sais, je les fais moi-même. Fait que le cost, il est vraiment pas Mais c'est bon que tu dis pour les entrepreneurs, là, parce que, mais c'est vrai, parce que Facebook, là, à un moment donné, quand les gens voient trop ton annonce, comme ils le remarquent même pas, alors le ad fatigue, alors, surtout en e-commerce, quand tu dépenses beaucoup d'argent en e-commerce, tu dois changer tes images. exact. Ben, tu sais, pour vrai, ça fait quand même une couple de mois là, que je lis de plus en plus sur justement la partie créative de Facebook, étant donné que là, avec toute l'histoire du tracking, c'est surtout le créatif qui fait la grosse différence. Faut que tu te rabats surtout sur ça. Puis avec toute l'automatisation aussi qui se passe avec les adsets et tout, comme si ton créatif semble une des variables que tu as le plus de contrôle dessus. Tu peux quand même faire du manual bidding, des choses comme ça, mais Facebook pose beaucoup l'automatisation. Mais les créatifs, tu n'as pas le choix comme de les créer toi-même. Tu peux utiliser les outils, mais je trouve que les créatifs ne sont pas très clean. Mais faut que tu échanges au moins aux 4 semaines là, si tu veux pas que les gens commencent à. Surtout au Québec, surtout avec des petites audiences où que les gens vont toujours voir tes créatifs, puis surtout qu'il y a beaucoup d'overlap. Si tu fais surtout juste du Facebook Ads, là, fait si tu fais de la prospection, puis tu cibles les entrepreneurs, tu cibles ceux qui sont admins des pages Facebook, tu cibles ceux qui aiment Gary Vaynerchuk, puis tu cibles. Ben, au final, c'est pas mal tout le temps le même monde. Là. Fait que tu as au moins un overlap qui doit être assez élevé. Puis étant donné qu'on je suis plus la Banque nationale, j'ai pas des outils qui me permettent de savoir exactement c'est quoi mon overlap avant de garder le savoir. Ouais. Mais tu sais, je fais plus. Les séquences de créatifs qu'on faisait avec la Banque nationale étaient complètement insane là, au niveau préparation. Là, c'était tellement micro, mais tu avais plusieurs bannières, tu avais plusieurs vidéos. Dépendamment de la personne, qu'est-ce qu'elle voyait, tu lui montrais d'autres choses. J'ai l'intuition, en tout cas, avec les chiffres que j'ai actuellement et les gens avec qui je parle, si tu essaies de faire trop ça au Québec, les audiences sont tellement petites que tu essaies d'être trop micro, tu laisses pas le temps à l'algorithme de travailler, puis il sait pas sur quoi faire. C'est pas quoi prendre. C'est ça. Mais c'est vrai, j'avais cette discussion avec un de mes collègues aujourd'hui. Moi, quand je travaillais, dans le fond, je travaillais pour Eevee Smoothie avant. Puis là, je te dis, moi, je faisais différents trucs, mais je passais genre comme 2 jours là, au complet juste sur le Facebook Ads parce qu'on dépensait tellement. Ben oui. Alors, tu parlais de quoi déjà? J'ai oublié. Je vais faire un lien avec ça. Séquençage des créatifs. Ah oui, c'est ça. Là, oui, là, ça faisait du sens de créer vraiment comme différents créatifs à cause de l'argent qu'on mettait, mais sinon, comme pour des plus petits comptes, C'est pas pour nécessairement. je sais pas les genres de comptes que tu gères actuellement, mais admettons, comme nous, on est très focalisé sur l'hypothèque, puis pour vrai, tu peux rouler avec. En prospection, tu peux rouler presque avec juste 2 audiences, genre une audience real estate puis une audience broad, puis tu laisses le pixel travailler. Là, c'est. J'aime ça. Mais est-ce qu'on échange, on donne des idées puis tout? Ah ouais, c'est bon. Ça marche quand même pas mal de cette façon-là. Puis tu peux. C'est parce que tu peux être super micro, mais au final, Facebook veut vraiment que tu laisses l'algorithme travailler, puis tu laisses l'algorithme avancer. Je pense que l'important, c'est de voir le chiffre à la fin. Là, parce que souvent, j'écoutais une vidéo de, je sais pas si c'est qui, Alex Baker, là, le spécialiste de Ben oui. J'écoutais une vidéo de lui récemment, puis il était comme les entreprises qui gagnent en marketing, c'est les entreprises qui sont capables de dépenser 15 pour quelque chose qui en vaut 10 upfront. Fait qu'ils perdent 5 à chaque fois sur leur publicité au début. Mais après, dans le funnel, ils sont capables de collecter des upsells. Fait qu'admettons un truc une formation à 500, une formation à 2000, un premium à 6, puis un autre truc à 10 000. Fait que ça fait en sorte qu'au début, tu es prêt à perdre de l'argent, mais la plupart des marketeurs, que ce soit e-com ou infopreneurs ont quand même une plus grosse marge de manœuvre parce qu'ils vendent quand même cher. Là. Mettons, c'est une formation, je sais pas moi, 2500, tu as plus de marge de manœuvre sur ton média payant. Là.
Mais, mettons, si tu fais un funnel, c'est que tu essaies tout de suite d'aller chercher ton retour sur investissement sur la première action que le monde font. Fait que les gens cliquent, puis tu veux tout de suite qu'ils te donnent un 2x ou un 3x ou un 5x. Mais celui qui gagne vraiment à la fin, c'est lui qui est capable de perdre au début, mais que dans son funnel, il est capable de mesurer correctement, puis qu'à la fin, il est capable d'upsell correctement avec des bons processus automatisés. Puis là, il va augmenter sa valeur bien plus qu'essayer de vendre des affaires à 150 puis de faire un 2x dessus à chaque fois. Là, Ouais, lifetime value. All right, all right. Cool, cool, cool. OK, James, alors, j'ai une liste de questions, mais tu as répondu à plusieurs questions déjà. Alors, j'allais te demander, dans le fond, mais je vais la reformuler. J'allais te demander, c'est comment travailler dans une grande agence comparativement à une plus petite agence. Alors, tu as déjà parlé de ça. Dans le fond, je vais la reformuler. C'est quoi les avantages de travailler, tu peux aller rapidement parce qu'on a déjà couvert, mais c'est quoi les avantages de travailler dans une grande agence là, versus une agence peut-être plus petite? Ben moi, j'ai peut-être un parcours biaisé là, du fait que chez Adviso, pour vrai, c'est vraiment une belle agence au niveau culture d'entreprise, au niveau des employés, au niveau des comptes que tu peux avoir. Mais à la base, la culture d'entreprise est vraiment belle. C'est vraiment une bonne culture d'entreprise. Euh, fait que t'as toujours le goût d'aller. Moi, genre, que j'avais toujours le goût d'aller travailler, même s'il fallait que je fasse 1 heure et demie de trajet avec train, métro pour me rendre à Montréal en partant de la Rive-Nord. Euh, j'ai toujours eu le goût de me lever, j'ai toujours trippé. Ce que ça me donnait aussi comme opportunité, c'est qu'ils m'ont mis rapidement sur des gros comptes avec beaucoup de confiance, genre la Banque nationale, puis go for it. Après 1 an et demi, je gérais déjà comme le compte des cartes de crédit puis des hypothèques, avec, comme je te disais, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent en investissement. Ça, je trouvais ça vraiment cool. Puis la qualité de vie était pour elle, la qualité de vie est intéressante à comparer de ce que je comprends ou de ce que je voyais des autres alentours de moi qui travaillaient dans des agences, mais pas chez Adviso, par exemple. Ils travaillaient du 70 à 75 heures par semaine comme des forcenés. Nous autres, c'était comme si tu travailles 40-45, c'est parce que tu fais vraiment de l'extra, puis ils veulent que tu travailles en bas de 40. Là, je pense que c'est 30,5 heures pour vraiment que tu aies une qualité de vie, puis que quand tu es sur place, tu as le goût de travailler, puis en dehors de ça, tu as du fun. Je t'ai dit, mon parcours est un peu biaisé. Peut-être d'autres gens qui vont dire travailler en grosse agence, c'est de la scrap parce que tu travailles 70 heures par semaine puis que tu te Ouais, précis. ça c'est. Mais je voulais juste voir ta perspective. Alors, chaque personne a une perspective différente, puis ça dépend où tu travailles, puis ça dépend des agences, là. OK, Moi, c'est cool, parfait. j'ai vraiment aimé ça. Souvent, les gens disent pars une entreprise si t'es pas heureux dans ta job, tu sais. Mais en gros, j'aurais pu rester dans ce job-là et être aussi heureux que je suis aujourd'hui. C'est vraiment pas une décision de je veux sortir de travailler en agence, j'aime pas ça, ça me rejoint pas, j'ai pas de fun là. Au contraire, c'était soit que je reste là ou soit que je pars mon entreprise, mais dans les deux cas, je vais avoir du fun. J'aimais vraiment ça. J'ai toujours. Demain matin, je retournerai dans une agence parce que X, Y se passe. Euh, J'aurais du fun à le faire. Je trouve que c'est cool comme industrie. C'est tellement créatif. En plus, tu as tellement de différents types de postes que tu peux occuper. Tu peux être soit analytique, tu peux être soit créatif, tu peux te transformer en plein, plein de choses en l'espace de quelques mois. Tu peux l'apprendre rapidement, commencer un peu plus junior, puis repartir dans une autre direction, puis d'ici 3-4 ans, tu es rendu senior dans un autre poste. C'est que ça va tellement vite que si tu es tanné, tu peux prendre une autre direction, puis d'ici 3-4 ans, ben, tu vas être rendu à un poste senior déjà. Tu n'es pas obligé de dire je suis obligé d'être là dans ce poste-là, puis je suis pris là pour les 20 prochaines années. Parce que si je change, j'en ai encore pour 10 ans à essayer de réapprendre ce que j'ai à apprendre, à essayer de, de, de battre le gars qui est devant moi, que ça fait 25 ans qu'il est là, tu sais, puis peut-être déloger. Ouais, ben c'est ça. En marketing, là, senior, tu peux l'atteindre rapidement, comparativement, extrêmement rapidement comparativement à d'autres D'autres. niches, ouais, d'autres carrières. All right. Merci pour ça. Alors, prochaine question. Dans le fond, je vais poser deux questions en même temps. Qu'est-ce que tu aimais dans cette carrière-là, puis qu'est-ce que tu aimais moins? Ce que j'ai toujours aimé dans cette carrière-là, c'est d'appuyer les résultats sur des chiffres concrets. Ce que je trouve vraiment cool avec le média numérique, c'est que tu peux mesurer presque tout, même s'il ne faudrait pas que tu mesures
tout nécessairement parce qu'à tout vouloir mesurer, au final, t'en perds l'essence que tu interagis avec un être humain que tu essaies d'y faire acheter ou de le faire engager sur des émotions, puis tu essaies de tout mesurer pour comprendre pourquoi que la personne a réagi de telle façon ou de telle façon. Fait que je pense que c'est cool de pouvoir mesurer peut-être le 60%, peut-être 70%, puis la balance, tu le laisses un peu à de la créativité, tu le laisses à essayer plusieurs choses, puis de te dire, bon, ben, ça, je pensais que ça fonctionnait, mais c'est ça qui fonctionne, ça, je pensais que fonctionne. Là, même si tu te baser tout le temps sur des chiffres, te dire, dans le temps, ma campagne en 2020 d'acquisition a fonctionné de telle façon, je vais réutiliser ça. Après, c'est 80%, ça va marcher de la même façon, ou 90%, mais non, laisse-toi la place de refaire des erreurs, au pire de perdre un peu d'argent, mais d'apprendre, ah, ben, tu sais, cet angle-là fonctionne aujourd'hui en 2021 parce que pré-COVID, post-COVID, c'est deux choses complètement différentes. Tu sais, les époques changent, les gens évoluent aussi, ta niche va évoluer. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool. Pouvoir baser vraiment une grosse partie sur la donnée. Parce que, par exemple, à la télé, je trouve qu'il y a un gros manque avec ça, ou sinon les panneaux publicitaires sont capables de dire OK, cool, tu as eu un brand lift à cette période-là parce que tu as mis une pancarte sur l'autoroute, mais au final, c'est dur à dire que la personne dans l'auto, c'est elle qui a acheté ton produit. C'est une goutte dans un océan. Je trouve ça cool au niveau du numérique, mais le fait que tu peux être vraiment créatif, tu peux être créatif rapidement, parce que changer de bannière sur l'autoroute à toutes les 4 semaines, c'est compliqué. Tu la laisses le rouler, puis quand tu as fini, ben, tu passes à autre chose, puis c'est long avant que tu en remettes une. C'est rare que tu vois tout le temps la même entreprise qui a des panneaux publicitaires, puis qui fait juste faire une rotation 4 semaines sur les autoroutes, par exemple. Tandis que dans le numérique, tu peux être super créatif, tu peux t'amuser avec ça, tu peux faire des rotations de créatifs à toutes les semaines si tu veux, ou à toutes les 4 semaines, puis tu as vraiment une belle place à pouvoir être rapidement en marché. T'sais. Demain matin, on se parle ensemble, on trouve un produit nice, on l'achète sur Alibaba, on fait une coupe d'ajustements, on fait un branding, tout ça. En une semaine et demie, on peut mettre ça sur Facebook et YouTube Ads avec du Google Ads. On peut commencer déjà à générer des revenus. T'sais. Je trouve que le numérique permet vraiment ce genre de processus-là que tu n'as pas ailleurs. Là, Ouais, ça laisse vraiment place à la créativité, la rapidité d'implantation, à l'innovation. Ouais, c'est des trucs aussi qui me rejoignent, là, que j'apprécie dans le marketing numérique. All right. Mais là, tu m'as pas dit, qu'est-ce que tu aimes moins? Je vais t'avouer qu'il n'y a pas grand-chose que j'aime pas. Je pense que la seule chose que j'aime pas, en général, du marketing, c'est triste à dire pareil parce que c'est un domaine dans lequel que je suis, puis ça fait longtemps que je suis dans ça aussi, mais j'ai toujours un aspect un peu plus social dans ma façon d'approcher la vie. Là, mais quand tu es dans le marketing, c'est que tu es une partie du problème et non une partie de la solution à la base. Tu es souvent comme la personne upfront qui essaie de vendre plus. Fait qu'automatiquement, tu rends les gens encore plus dépendants à la surconsommation. Tu es la personne qui veut justement avoir les meilleures performances sur les médias sociaux. Fait automatiquement, tu viens pousser encore plus un écosystème de paid media, en fin de compte, sur ces plateformes-là, ce qui fait en sorte que c'est un réseau social, oui, d'interaction organique, mais les plateformes forcent beaucoup le média payant. On veut que les gens investissent de plus en plus pour que les gens achètent de plus en plus, qu'ils dépensent de plus en plus pour en plus. Fait, je trouve que l'aspect du marketing numérique et du marketing en général, c'est qu'on est plus une partie du problème et non une partie de la solution. Comme par exemple Elon Musk qui essaie de bâtir des fusées puis de les envoyer sur Mars parce qu'il se dit peut-être qu'un jour la planète va tomber. Il essaie d'être une partie de la solution et non une partie du problème. La même chose avec les voitures électriques. Je suis plus dans ce côté-là, mais en ce moment avec le marketing, c'est sûr que j'essaie de trouver des façons de faire partie de la solution et non toujours juste faire partie de la... Wow! Sérieusement, là, comme je m'attendais pas à ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant qu'est-ce que tu viens de dire. Puis c'est fou parce que même moi, comme j'aurais jamais pensé que j'aurais fait du marketing, faire de la vente, pousser des produits. Parce que moi, j'étais un petit peu contre la surconsommation. Puis dans le marketing, tu promouvois ça. Mais je fais ça aujourd'hui, mais j'essaie aussi d'être
j'essaie de faire partie de la solution. Comment j'essaie? C'est que dans le fond, par exemple, dans les formations que je vends, les produits que je vends, j'essaye de, dans le fond, pas crosser le monde. Parce qu'on sait que la formation en ligne, on sait que la formation en ligne, il y a beaucoup de charlatans, là. Alors, il y a ça, j'essaie de donner beaucoup de valeur. Mais anyway, le marketing aujourd'hui, je pense, l'infoprenariat, on met beaucoup de donner de la valeur de l'avant, mais des fois, c'est juste comme une tactique marketing aussi, là. Mais bref. Exact. Mais tu sais, c'est ça. C'est toujours, toujours parce que si demain matin, je pars une entreprise, j'offre de quoi à quelqu'un, puis la personne revient en disant comme ton produit, c'est complètement de la merde ou comme tu m'as vendu des fausses promesses, tu sais, j'en dormirai pas la nuit parce que c'est le genre de personne qui peut. Tu sais, j'aime mieux faire du done for you parce que je sais qu'au final, la job va être faite, que je te donne les clés puis tu essaies de tout faire par toi-même parce que si au final, tu n'as pas les résultats que tu espérais, puis tu as vraiment travaillé fort, ben, je vais me sentir coupable un peu, même si j'ai vraiment tout fait pour t'aider. Je mets beaucoup plus d'efforts dans les actions que ce que je devrais pour avoir la marge de profit qu'on va aller chercher. Mais au final, la marge de profit que j'ai d'avoir une paix intérieure, une paix d'esprit vaut plus que 100 $ de plus sur ma paye. Là, OK. Cool. All right. Alors, prochaine question. OK. Est-ce que, selon toi, c'est nécessaire de faire des études collégiales pour être stratège web? Ben, j'ai fait des études collégiales, mais pas en marketing. Fait que, si tu me poses la question, est-ce que tu dois faire des études collégiales en marketing pour être stratège web, je te dis non, parce que les universités sont des années en arrière sur l'éducation en marketing. Ils commencent à se rattraper un peu, mais ils sont vraiment des années en arrière. Là. Il devrait y avoir des cours où tu apprends Facebook Ads, Google Ads, LinkedIn Ads dans toutes les universités, puis avancer. Autant que tu apprends à faire des calculs de valeur nette en finance. Il faut que tu ailles ça. Il n'y a pas de raison qu'il n'y a pas ça. Moi, j'ai eu l'opportunité d'avoir un cours qui était un peu pas parascolaire parce que ça me donnait des crédits pareils, mais il nous a appris à faire du Google Ads, mais comme la base. Mais ça m'a permis d'avoir les mains dedans puis de moi en apprendre plus. T'sais. Mais le marketing numérique, ça s'apprend sur l'action, ça s'apprend sur le moment. Faut que tu sois prête à te péter les dents avec ça, c'est vrai. pour toi. On a tous des histoires de ça. Là. Ben, c'est sûr. Ou sinon, tu le fais gratuitement pour des entreprises, puis tu développes ton expérience, puis après ça, tu as assez confiance, tu es à générer des résultats. Là, tu peux charger, mais comme charge pas cher upfront en disant les gourous sur Facebook m'ont dit que je pouvais charger 3000$ en rétention à tous les mois pour faire du social media management ou genre parce que tu vas te péter les dents. Là. Tu vas te rendre compte que tu n'es pas capable de bien tracker du début à la fin, puis qu'il y a de l'argent qui se perd dans le milieu, puis qu'au final, le client ne comprend pas. Parce que le client, lui, il veut de l'argent. Là. Il veut un retour sur ce que toi tu fais. Là. Fait que souvent, le monde qui font du marketing vont se baser sur le ROAS. Mais le ROAS, ça ne veut rien dire si à la fin, le client n'a pas des bons processus, il n'est pas capable de closer correctement. Tout ce que tu as amené comme lead, il n'est pas capable de le convertir avec un assez bon ratio, ce qui fait en sorte que le ROI, lui, est négatif. C'est juste une perte de temps si l'objectif, c'est avoir un retour sur investissement. Juste de faire comprendre que est-ce que ce que tu veux, c'est de la visibilité ou tu veux tu veux de l'achat direct, là, tu veux comme un direct response, tu veux quelqu'un qui clique, qui achète. T'sais. Parce que ça, c'est deux games complètement différents. Puis les entreprises qui gagnent, c'est les entreprises qui sont capables de se dire, moi, ce que je veux, c'est de la visibilité, puis je vais bien mesurer mes choses, puis sur une période donnée, ça va me rapporter X. C'est ces entreprises-là qui gagnent, mais la plupart des gens que tu vois sur Facebook Ads ou, mettons, YouTube Ads, tout ça, c'est tous des gourous, c'est tous des infopreneurs, c'est tout du monde qui ont des funnels dans la ClickFunnels. C'est tous des gens qui essaient d'aller chercher, là, ou qui font du e-com ou qui font du dropshipping, qui essaient de chercher la vente là, la plus rapide possible.
Il y en a que ça fonctionne, mais il y en a plein qui se pètent les dents complètement parce que c'est pas simple. C'est vraiment pas simple d'aller générer ça. Mm. Ouais, ben, je suis d'accord avec toi, comme c'est important de voir le ROI, puis pas seulement le ROAS, alors Return on Ad Spend. Puis je le fais pas toujours, là, mais j'essaie graduellement, là. Dans le fond, je débute plus. Dans le fond, quand je parle avec un entrepreneur pour ses publicités, je lui demande, admettons, c'est un e-commerce, OK, c'est quoi tes marges sur ton profit? Comme je prends en compte toutes les dépenses. Parce que, maintenant tu dis, ouais, je t'ai fait un retour sur investissement de 3,5, OK, qui peut être bon pour des e-commerce, ça dépend. Mais OK, mais est-ce que c'est rentable à la fin, là, Exact. après toutes les dépenses? Puis même chose avec les entreprises de services. Tu demandes, OK, c'est quoi ton taux de closing, ton pourcentage de closing? Puis combien ça vaut une vente? Au moins, comme tu vas comprendre, est-ce que je dois mettre plus de budget? Est-ce que ça va bien? Blablabla. Comme il faut mettre du temps, il faut questionner, demander des infos à l'entrepreneur. Pas juste faire comme, ah, OK, cool, t'envoies des leads. Oui, comme, c'est notre travail, mais quand même, là, comme il faut que tu saches qu'est-ce qu'il y a derrière, si ça fonctionne, puis si les leads sont qualifiés, etc. 100%, tu as absolument raison. Puis souvent, la plupart du monde vont fermer leur campagne trop rapidement en se disant je perds de l'argent actuellement en voulant juste regarder le ROAS. Puis pas laisser le temps de ces leads-là de rentrer dans le pipeline, de faire tes suivis avec ton CRM, puis de peut-être aller le convertir 3 mois plus tard ou 6 mois plus tard, ce client-là. Parce que, dépendamment de la valeur de ta vente moyenne, par exemple, mais tu sais, comme, mettons, je sais pas moi, mettons un courtier en assurance, là. Ils peuvent aller dans plusieurs milliers là, Mhm. là, sur les choses qu'ils vont vendre, sur les services qu'ils vont vendre. Fait, tu te dis, tu sais, ça prend pas, t'as pas besoin de tant de leads que ça, qui vont peut-être convertir dans un cycle de vente plus élevé parce que c'est pas nécessairement, tu l'achètes pas demain matin, c'est un petit peu plus long. Mhm. Mais au final, quand tu convertis à 2000 ou à 2500 ou un courtier hypothécaire qui va closer Ouais. ou un courtier immobilier qui va closer à 10 000 ou 15 000 une maison, ou quelqu'un qui a une entreprise de logiciel puis qui va signer une entente avec une entreprise pour tout changer, mettons la migration des serveurs ou des choses comme ça, c'est plusieurs milliers de dollars. Laisse le temps à la campagne à rentrer puis pense pas trop à ton ROAS au début. Bâtis de la visibilité, il faut que les gens te connaissent. Il n'y a rien de pire pour une entreprise qui n'a pas être connue, là, de ne pas te faire voir. La game, c'est ça. Puis tranquillement, tu vas bâtir ta notoriété. Tranquillement, tes bassins d'audience vont se remplir sur ton site web. Tes bassins d'audience vont se remplir sur tes vidéos vues. Puis automatiquement, tu vas pouvoir cibler ces gens-là en retargeting, puis avec d'autres types de créatifs, puis de faire des suivis avec eux autres. Tout ça, il faut que tu bâtisses ça sur 6 mois, 1 an. Mais c'est sûr que si tu brûles du cash au début, tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais, ça va être dur de faire ça sur 6 mois, 1 an. Tu sais où ce qui va étape par étape, qui commence avec des petits budgets puis qui teste, puis il commence à avoir un retour sur investissement intéressant parce qu'il a closé 1, 2, 3 personnes sur une période X. Ben là, ça commence à être intéressant, mais c'est parce que le monde, il ne laisse pas l'eau venir au moulin. Là, il regarde tout de suite le ROAS, puis s'ils n'ont pas 3X, 2X ou whatever sur Facebook, ils coupent ça, puis ils passent tout de suite à l'autre pour essayer de maximiser, mais majoritairement, ils vont kill des trucs qui fonctionnent au lieu d'avoir juste laissé le temps à la machine d'avancer, tu sais, puis au processus de se faire aussi. C'est pas tout le monde qui achète sur un coup de tête. Là. OK, ouais, intéressant, intéressant. OK, cool, cool. OK, dernière question. Dans le fond, ouais, dernière question. Quels sont tes conseils pour se trouver un emploi en marketing numérique si tu es débutant novice et que les employeurs demandent de l'expérience tout le temps, dans 3 ans d'expérience, 5 ans d'expérience, 1 an d'expérience? Ben, souvent, c'est du 3 ans, souvent je vois là. Alors, c'est quoi tes conseils pour quelqu'un qui aimerait se trouver un emploi en marketing numérique s'il est débutant, vraiment? Pour vrai, c'est super simple. Là. Selon moi, l'université sert à une chose, Hmm. c'est rencontrer des gens. Et Si tu vas à l'université en disant je vais apprendre des choses, tu arrives à l'université avec la mauvaise façon de voir ton éducation. Fait que, selon moi, l'université, tu vas dans des cours,
tu parles avec d'autres mondes autour de toi, tu te fais beaucoup d'amis, tu vas dans des compétitions universitaires, académiques, tu vas dans les soirées de réseautage, tu vas dans les 5 à 7 que les agences marketing organisent, tu développes des relations, tu développes des amitiés, tu te fais voir parce que c'est comme une entreprise. Tu es une entreprise quand tu cherches un emploi. Là. Si tu ne te fais pas voir, personne ne va vers toi. Puis, de fil en aiguille, il y a des gens qui commencent à te connaître. Les gens vont parler de toi à gauche et à droite. Puis, quand tu vas être rendu à aller chercher un stage, chercher un emploi, ben, ça va être beaucoup plus facile parce que tu vas savoir qui appeler, qui écrire, qui rencontrer. Puis à partir de là, 1 an, 2 ans, 3 ans d'expérience, ça ne change rien parce que tu vas rentrer dans un poste junior de toute façon. T'sais. Combien de personnes que j'ai fait rentrer chez Adviso juste parce qu'ils m'écrivaient et t'es comme Hey James, je me cherche une job, y a-t-il une place chez Adviso? Je suis comme parle à telle personne, puis tu diras que c'est moi qui te réfère. Puis c'est la même affaire qui m'est arrivée. J'ai rencontré le PDG. Le PDG m'a bien aimé. J'allais le voir directement. J'ai dit Check, moi j'aimerais ça travailler pour toi, pour ton entreprise. Je te trouve vraiment cher. Est-ce que tu as une opportunité? Quand tu vas finir l'université, écris-moi directement, puis on regardera à partir de là. Puis de fil en aiguille, ben, j'ai eu cette opportunité-là. Puis après ça, c'est simple. Une fois que tu es dans la machine, tu peux. Ouais, une fois que tu es dans la machine, c'est. Ouais, une fois que tu es dans la machine, c'est simple. Mais tu sais, le 1, 2, 3 ans, là, selon moi, c'est juste une formalité qu'ils mettent là, parce que les ressources humaines disent de mettre ça. Puis c'est une bonne pratique. C'est une façon d'avoir un peu un gatekeeper là, pour ne pas se faire envoyer. Ouais, décourager les gens qui veulent juste appliquer n'importe où. Ah, tu visibilité, tu sais, comme il y a un gars que je connais, Thierry Lorfils, qui est très actif sur LinkedIn, mais le gars, il travaille pour une entreprise en marketing, il étudie en marketing aussi, puis il fait du freelance, puis il fait des publications. Mais tu sais, il n'y a pas une business nécessairement de marketing où tu dois faire rentrer 10, 20, 50, 100 000 par mois, puis trouver plein de clients. Il est encore à l'université, puis il étudie encore. Le gars est relativement jeune, puis il travaille dans une entreprise comme en faisant du marketing. Mais de lui, il bâtit sa visibilité. Fait que la journée qu'il va vouloir faire des changements, la journée qu'il va vouloir passer à quelque chose d'autre, ça va être facile parce que les gens vont déjà le reconnaître. T'sais. Puis moi, c'est un des étudiants que je trouve qui fait les plus belles choses. Je pense que c'est le seul dans le milieu du marketing au Québec que je vois qui essaye comme de créer du contenu comme quelqu'un qui c'est son entreprise. J'en ai pas vu d'autres. Peut-être qu'il y en a d'autres, peut-être que je les manque, mais j'en ai pas vu d'autres. Puis il s'imprime vraiment dans la clique des gens sur LinkedIn qui créent du contenu de valeur et qui publient. Puis la plupart des autres, c'est des entrepreneurs ou des entrepreneuses. C'est ça, dans le fond, créer des relations, networking, développer ton brand en partageant du contenu marketing, te faire connaître. Ouais. Ça va t'aider à trouver un emploi. All right. Alors, ben, tu as répondu à toutes mes questions côté des conseils pour se trouver un emploi en marketing numérique, commencer une carrière en marketing numérique. Mais, en dernier, je vois en arrière de toi, là, tu as une guitare, un piano. Alors, est-ce que c'est juste pour faire beau, pour comme décoration ou t'en joues? C'est juste comme décoration. Mais non. Pour de vrai? Non, c'est pas vrai. Non, mais Euh, j'ai joué de la musique pendant. J'ai joué de la guitare de peut-être 18 à 26, comme pas mal intense. Mais après ça, aussi que j'ai commencé le milieu du travail et tout plus avancé. La business, là, tu as moins de temps, puis tu laisses un peu les choses aller. Puis il y a 2 ans, j'ai un keyboard. Puis j'en ai joué peut-être quelques mois, mais c'est arrivé dans le même moment, là, 3 ans. On a 3-4 ans, un keyboard, mais c'est arrivé dans le même moment que j'ai arrêté de jouer de la musique en général. Fait que je n'ai jamais vraiment perfectionné mes connaissances. Mais il est là. De temps en temps, là. Rarement, de temps en temps. Fait que ça fait une belle décoration, puis ça permet de. Moi, ça me permet de méditer en tant que tel, puis de penser à autre chose, puis de laisser un peu le travail derrière soi. Puis ça te permet aussi d'être créatif. Il y a toujours une philosophie de vie on se compte que des livres m'ont inspiré ou des personnes connues m'ont inspiré, puis des grands entrepreneurs. C'est que tu trouves une passion qui va te générer de l'argent ou un de tes talents qui te génère de l'argent, mais tu as absolument ta passion qui te permet d'être en santé, ta passion qui te permet d'améliorer tes connaissances, ta philosophie, ta façon de réfléchir, puis ta passion qui te permet de juste déconnecter
d'avoir du fun, d'avoir du plaisir, puis d'être créatif. Puis cette partie-là, c'est surtout la musique là, qui permet ça. Puis ça permet aussi à ton cerveau de faire des connexions que à 90% du temps ou 95% dans ta semaine, tu fais pas, tu sais. Parce que quand tu es devant l'ordi, puis tu es toujours dans une action rationnelle, 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 chiffre, 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 résultat, résultat, résultat. Ben là, quand tu arrives, tu t'assois, tu es juste comme, OK, là, maintenant, j'improvise, tu sais. Je laisse mon cerveau faire des connexions. Je laisse... Autre chose complètement. Exact. Oui, pour déconnecter, c'est ça, il faut faire autre chose. Exact. C'est pour ça que je connais des gens qui déconnectent en jouant aux jeux vidéo, mais je ne sais pas à quel point tu déconnectes réellement, mais ça fait longtemps que j'ai vraiment gamé longtemps, là, mais j'ai arrêté parce que ça l'affectait négativement trop ma qualité de vie, puis ma réussite à l'université, puis ma réussite dans le travail, puis à la job, parce que j'avais trop de temps dans ça, tu sais. Mais j'aimais vraiment beaucoup ça. Mais aujourd'hui, je ne me verrais pas jouer aux jeux vidéo et travailler toute la journée devant un écran. Je trouve que je serais toujours dans le même. Je te comprends, ouais. Mais peut-être que je me trompe, là, je connais du monde qui sont capables de faire les deux, puis je veux dire, dans les deux sont très performants. Mais dans mon cas, moi, j'ai besoin que mon cerveau découle complètement dans une partie de ma journée ou une partie de ma semaine. Puis la façon que je m'en rends le compte le plus rapidement, c'est quand je joue de la musique, puis j'apprends une nouvelle chanson, par exemple, au niveau des paroles, puis au niveau de la tablature. Quand je me couche le soir, je rêve à cette chanson-là. Ou quand je tombe dans le je rêve à cette chanson-là. En fait, quand je pense à cette chanson-là, fait que je sais que mon cerveau, il continue à faire ces connexions-là que si j'avais pas joué de la musique, il n'aurait pas fait parce qu'il aurait pensé à plein d'autres choses par rapport à ça. Fait qu'on dirait qu'il se laisse l'opportunité de dériver par lui-même. Ça fait... Ça fait du bien, ça fait du bien. Oui, moi aussi, je fais de la danse, puis aussi un petit peu de la guitare, alors je comprends qu'est-ce que tu dis, là. Alors, ouais. All right. Alors, ben, James, merci pour les astuces sur comment se trouver une carrière en marketing numérique, des astuces sur le bien-être, t'en as donné, alors vraiment merci. Puis aussi, tu as donné des astuces pour les entrepreneurs. Alors, si les gens aimeraient te rejoindre, faire affaire avec toi, prendre tes services de vidéo marketing, conseil marketing en général, parce que tu as travaillé vraiment dans différents domaines dans le marketing numérique, comment on fait pour te rejoindre? Deux façons les plus faciles. Mon profil personnel, James Forbes sur Facebook, je suis très actif là, et celui sur LinkedIn. J'utilise les deux en parallèle, puis je travaille avec les deux à toutes les semaines, ou à l'occurrence au moins 2-3 fois par semaine. C'est super facile de me rejoindre là. Sinon, sur notre groupe Facebook, en fin de compte, la vidéo marketing pour professionnels et entreprises de services. On est très actifs dans ce groupe-là aussi. On donne une panoplie de contenu. Que ce soit autant technique au niveau de la vidéo marketing, mais aussi technique au niveau de la création vidéo. Simple aussi pour les entrepreneurs, travailleurs autonomes, pour qu'ils puissent créer du contenu avec leur téléphone cellulaire et passer à l'action, parce que c'est vraiment ça la grosse... la variable qui fait toute la différence. Là, peu importe que tu investis des milliers de dollars, peu importe que tu n'investisses pas d'argent, l'important, c'est de passer à l'action. Puis ça va être ta plus grosse valeur. Puis de fil en aiguille, ben, tes contenus vont s'améliorer. Puis toi, tu vas prendre de l'assurance, mais il faut que tu le fasses. C'est tout ça qui fait la différence. All right. Bon, ben, merci, James. Et, on se revoit bientôt. Yes, sir, Dario. Allez, salut.